Je m'écoute beaucoup plus maintenant. Moi, je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. Déjà, j'ai une vie de famille beaucoup plus épanouie que quand j'étais en France avec métro, boulot, dodo. C'était vraiment ça. Je profite plus de ma relation de couple ou avec mon fils. J'avais besoin de nouveautés. J'avais vraiment besoin de nouveautés. J'avais besoin de passer à autre chose, d'explorer d'autres voies. Rien ne dit que peut-être dans 15 ans, je ne déciderai pas de repartir dans le corporate, mais c'était le meilleur moment pour moi de lancer D'Amitis et aller dans l'entrepreneuriat parce que j'avais vraiment ce besoin-là de faire quelque chose qui me ressemble. Et franchement, Abidjan est une ville vraiment assez propice à cela parce qu'il y a encore tellement d'opportunités. Je suis Élodie, freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais RIPAT, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of RIPAT, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux RIPAT, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! As-tu déjà pris le temps de connaître tes voisins ? Je te pose la question car il se peut que la personne qui vit en face de toi réalise au quotidien des choses incroyables. Dans mon cas, elle s'appelle Fatim et réalise des œuvres d'art qui sont en plus comestibles. Un vrai don du ciel. Aujourd'hui, on va bien sûr aborder l'installation en Côte d'Ivoire, mais aussi la maternité, la reconversion professionnelle, l'artisanat comme forme d'entrepreneuriat, le fait d'évoluer de nombreuses années avec un don qu'inconsciemment tu ignores, jusqu'au jour où il ne te donne d'autre choix que de le voir pour commencer à l'exploiter à fond. Un nouvel épisode qui s'annonce riche et qui, je l'espère, t'apportera. Bonjour Fatim, comment vas-tu ? Bonjour Élodie, je vais bien et toi ? Ça va très bien, je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui. Comme j'ai pu le dire en intro, je suis impressionnée par ce que tu sais faire. J'ai hâte que tout le monde découvre ton parcours, comment on est arrivé jusqu'ici. Tu nous expliques plus en détail quel est le don que Dieu t'a donné. On va commencer par le début, tout simplement, à savoir le début de ton parcours. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Alors, déjà, Élodie, merci à toi pour cette invitation sur ton podcast. C'est vraiment sympa. Déjà, on est voisines, comme tu l'as dit, et on se connaissait pas forcément, et c'est vraiment un hasard et très bonne surprise. Donc, c'est bien une très bonne chose, donc merci. Donc, moi, je m'appelle, c'est Fatim, mais c'est Fatoumata Diallo. Donc, je suis née à Bamako, au Mali. Donc, j'ai très peu vécu. À ma naissance, en fait, mon père a été muté donc au Burkina Faso. Et donc, juste après son accouchement, ma mère a bougé pour les rejoindre. Ce qui fait que donc le Mali, je connais très peu et j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence au Burkina Faso. Donc, voilà. Et donc, tes parents, donc les deux sont maliens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils sont tous les deux maliens, donc ils ont bougé au Burkina. Mon père en tant qu'ingénieur génie civil et ma mère, elle était commerçante. Et en termes de fratrie, est-ce que tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs ? Alors, je suis fille unique, mais j'ai 3 frères. J'ai un grand frère et 2 petits frères. C'était comment du coup en termes d'adolescence ou même vos relations plus jeunes ? Est-ce qu'il t'épargnait ou Bon, on va dire que pendant une longue partie de mon enfance, j'étais quand même un peu garçon manqué parce que forcément, j'avais que des garçons autour de moi. Vers 13-14 ans, j'ai commencé à découvrir un peu ma féminité. Et, après, là, je suis plus devenue une fille, quoi. J'ai arrêté de m'habiller comme un garçon. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais eu de traitement de différence de traitement avec mes frères. Voilà, ça se passait plutôt bien. Quel a été un peu ton parcours académique ? Alors, donc moi, j'ai eu un bac littéraire. Enfin, même si au Burkina, littéraire, on appelait ça plutôt la série A. C'est pas exactement la série littéraire comme en France. On avait quand même une bonne partie mathématique et scientifique, même si c'était dominante littéraire.
Donc, mais j'ai été orientée en S, mais j'ai fait L parce que je savais déjà dès ma seconde que je voulais faire du droit. Donc, j'ai juste rebasculé. J'ai même commencé en série S et après, bon, mes professeurs m'ont dit que c'était pas forcément nécessaire de continuer. Et donc, je suis repassée. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Donc après ça, j'ai fait mes études à Nancy, donc j'ai fait des études de droit jusqu'au master. Donc j'ai fait un master en notariat immobilier et patrimonial. Donc dans le but d'être notaire. À la base, je voulais être notaire. Pendant que je faisais mes études, bon, on va dire, j'avais pas encore la nationalité française à l'époque. Donc c'était un peu bon. Déjà, tout le monde sait que le notariat c'est un métier assez compliqué à intégrer si on n'est pas assez connecté, etc. Et le fait de pas avoir la nationalité française, c'est un deuxième frein pour moi jusqu'au master. Donc j'ai fait ça et après j'ai rebasculé sur quelque chose qui me permettait d'allier à la fois mes connaissances juridiques et de rajouter une partie financière que je me suis réorientée pour faire de l'ingénierie patrimoniale. Donc vraiment sur tout ce qui va être conseil en investissement, foncier, financier, fiscal, voilà, aider les gens à construire leur patrimoine, transmettre, connaître les mécanismes fiscaux, etc. Donc voilà, c'est un peu ce que je faisais. Tu as eu vraiment un gros changement, même au niveau de tes études. C'est-à-dire que tu as commencé effectivement par un parcours littéraire et tu as fini dans un domaine assez financier. Donc, c'est quand même une évolution assez... même si elle est notariée entre-temps, mais c'est vrai que c'est quand même une évolution qui n'est pas forcément évidente, j'imagine. Alors, c'est vrai que ma dernière année, donc le master que j'ai fait, il a été assez compliqué. En plus, c'était un master où on faisait des concours nationaux, etc. Donc, j'ai dû en quelques mois effectivement intégrer toute une partie financière, économique que je maîtrisais pas du tout. Voilà, bon, ça a été beaucoup de boulot, surtout que j'ai fait mon master en alternance. On va dire, j'étais passionnée, je savais ce que je voulais, donc voilà, ça n'a pas été c'était dur dans la pratique, mais dans l'ensemble, ça allait. Je m'en suis sortie plutôt bien. Après ce parcours-là, donc tes études, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quelles étaient un peu tes premières expériences professionnelles? Donc déjà en alternance, donc je l'ai fait dans une agence très peu connue en France qui s'appelle Crédit Foncier Patrimoine. C'est une branche en fait du Crédit Foncier parce que bon le Crédit Foncier c'est quand même connu pour être assez social. Donc moi j'étais dans l'agence qui s'appelait Crédit Foncier Patrimoine. Donc en fait on traitait toutes les personnes tout ce qu'on appelait clientèle privée, donc des gens qui avaient un patrimoine vraiment assez conséquent et toute la clientèle de non-résidents. Donc ça c'était pour mon alternance. Ensuite donc j'ai intégré BNP Paribas en tant que conseiller patrimonial. Donc, je faisais à peu près la même chose, mais bon, j'ai rajouté la partie bancaire, donc vraiment la gestion au quotidien de clients, etc. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et après, je suis passée chargée d'affaires professionnelles, donc sur les professions libérales. Donc en fait, sur tout mon parcours, j'ai eu une espèce de continuité vraiment sur la clientèle, ce qu'on appelle la clientèle patrimoniale. Vraiment des personnes qui ont des sujets de patrimoine, de transmission, même de financement différents, on va dire, entre guillemets, du client lambda. Donc voilà. Et suite à ça, on a pris la décision avec mon conjoint de venir en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, je suis arrivée ici. Quand tu es arrivée, donc avec ton conjoint, est-ce que vous aviez des enfants ou pas encore? Alors mon fils venait de naître. Pour te faire l'historique, on avait déjà pris la décision de s'installer en Côte d'Ivoire en 2021. On avait même déjà trouvé un appartement, on avait signé le contrat de bail. Je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte vraiment quelques mois avant la date de notre départ. Et bon, je me sentais plus à l'aise en fait d'accoucher en France parce que bon, j'avais déjà tous mes médecins, l'hôpital, etc. Je connaissais tout là-bas. Alors que la Côte d'Ivoire, c'était tout nouveau pour moi. Donc, j'ai préféré prolonger un peu. Donc, on est resté un peu plus longtemps à Paris, le temps que j'accouche. Donc, j'ai accouché en février 2022. Après, on a juste pris le temps de faire tout ce qui est papier, vaccin de mon fils. Et donc, quand il a eu 3 mois, on a déménagé à Abidjan, pour de bon, pour le coup. C'est intéressant parce que vous aviez pris la décision de partir avant d'avoir cet enfant, de le savoir. Mais c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez partir à Abidjan? Il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, ni moi ni mon mari n'avons vécu très longtemps au Mali.
Donc, en termes de mentalité, d'intégration, on se sentait pas forcément à l'aise d'aller s'installer là-bas. Le deuxième principal point, c'est que mon mari est entrepreneur et avec ses associés, ils ont décidé d'installer le siège de leur société à Abidjan. Donc bon, forcément, ça fait. Après, mon mari travaille en remote, donc on aurait pu aller ailleurs ou même rester en France dans les faits, mais on savait qu'on ne voulait pas élever nos enfants en France, en tout cas dans l'idéal. On a tous les deux grandi, on a fait tous les deux notre enfance en Afrique, donc on savait qu'il y avait certaines valeurs, même une certaine chaleur tout simplement qu'on voulait que nos enfants puissent avoir dans leur enfance, de pas grandir tout seul entre les crèches, les nounous, la course dans le métro. Et même pour nous, en termes de gestion, c'était plus simple, c'est beaucoup plus simple de venir en Afrique parce qu'on sait qu'ici on a de l'aide. Moi, j'ai ma mère qui vit au Mali, donc elle peut venir nous rendre visite assez facilement. Donc voilà, il y avait aussi une certaine aisance dans la vie qu'on recherchait en quittant la France en venant à Abidjan. Après, le choix d'Abidjan, c'était vraiment parce que bon, déjà nous on aime bien le côté vert de la Côte d'Ivoire. On a hésité avec le Sénégal, mais ce qui nous a fait nous décider, c'est le climat. On trouvait qu'ici c'était beaucoup plus boisé, plus vert, que l'alimentation était plus variée aussi. Bon là, c'était plus par rapport à notre fils on pensait à ça. Et après, surtout ce qui va être infrastructure, le niveau de logement, les opportunités professionnelles. On a quand même vu que c'était le pays où il y avait le plus de potentiel. Donc voilà, ça nous a définitivement validé notre choix sur Abidjan. Donc, ok, on comprend que ton mari est entrepreneur, donc c'est ce choix-là, en fait, très pragmatique, qui a fait que vous êtes venu vous installer. Par rapport à son activité, il a pu t'accompagner au niveau de la grossesse, c'est-à-dire que le siège s'est installé sans lui à Abidjan, il est resté avec toi, ou est-ce qu'il a dû à un moment partir et toi, t'as dû rester seule en France? Alors, son entreprise s'est installée à Abidjan en 2017. Il a bougé à Abidjan, il s'est installé à Abidjan. Moi, je suis restée à Paris parce que professionnellement, je pouvais pas forcément me rendre disponible tout de suite. On a vécu une relation à distance pendant un certain temps. Après, bon, l'avantage, c'est que comme, bon, déjà, c'est sa propre entreprise, donc déjà, il peut être beaucoup plus flexible sur comment il gère son emploi du temps. Et le fait de travailler en remote lui permettait de venir des fois à Paris, rester 2, 3 mois, puis revenir à Abidjan, etc. Donc on a jonglé comme ça pendant un certain nombre d'années. Et pendant ma grossesse, par contre, il est resté tout le temps de la grossesse à Paris. Donc il travaillait soit de la maison, soit dans des coworking, mais pour le coup, on a fait toute la grossesse à Paris. Mais ça, c'est intéressant aussi de le dire parce que tu vois, c'est vrai que on s'en rend pas forcément toujours compte, mais là, c'est juste sur la partie entrepreneuriale. Effectivement, souvent, quand on est en couple, potentiellement, il y a des sacrifices à faire ou pour un ou l'autre des partenaires, pour suivre l'autre partenaire. En quelque temps, le sacrifice qui a dû être fait pour vous, c'est d'être à distance pendant un moment et que toi aussi, tu sois à l'aise avec ça. Donc, déjà, chapeau. Et c'est vrai que souvent, les hommes qui entreprennent et donc, les sacrifices sont offerts du côté de la femme. Félicitations d'avoir tenu déjà pour ça, parce que c'est peut-être pas forcément évident. C'était pas évident. Je pense que ce qui nous a permis de tenir et de rester soudés, c'est bon, on avait déjà un projet de vie ensemble depuis ce moment-là. Donc on savait déjà, bon à l'époque on n'était pas encore mariés, mais on avait déjà le projet et on avait déjà ce projet-là d'aller en Afrique, etc. Bon c'était juste moi le timing. Bon on va dire c'est au moment où je me suis mis avec lui que ça a un peu précipité. Sinon je savais qu'à un moment je rentrerais. Mais moi, j'avais pas personnellement déterminé de date, on va dire. Et après, bon, le fait que lui s'installe à Abidjan, forcément, ça a un peu accéléré. Mais encore une fois, quand on dit accéléré, bon, tu vois bien que ça s'est pas fait en 6 mois ou en un an. Moi, j'ai pris le temps quand même parce que je voulais quand même avoir un certain nombre d'années d'expérience professionnelle dans ce que je faisais. Voilà, je pouvais pas forcément démissionner du jour au lendemain pour le rejoindre. Donc voilà, j'ai pris un certain temps avant de le suivre, on va dire. Franchement, c'est top et merci de nous le partager avec cette transparence-là, parce que le retour, souvent, c'est un sujet un peu tabou, mais le retour ici, quand on est en couple, peut être très compliqué. Ça peut amener des séparations, ou ça peut amener des gros soit sacrifices et des grosses frustrations, mais en tout cas,
parfois le fait que les personnes ne viennent pas ensemble, donc qui peut amener des problèmes de couple. Et là, j'ai l'impression que vous avez réussi à faire en sorte que, d'un côté, il y avait son entreprise qui était déjà là, qui s'installait, donc il a été moteur dans le fait de venir ici. Donc toi, tu as fait le sacrifice d'être un peu à distance. Et entre-temps, il a aussi accepté de son côté que professionnellement, tu t'épanouisses et à attendre le temps qu'il faut pour que tu puisses t'installer et le rejoindre. Donc bon, j'ai l'impression que vous avez réussi à respecter vos besoins respectifs à chacun et d'en être là où vous êtes aujourd'hui. En tout cas, félicitations pour ça. Et je pense que c'est bien, ça peut soulager certains couples qui ont peut-être ce genre de discussion, de frein, pour leur dire que c'est possible de faire comme ça. Personnellement, je pense que c'est une question de clarté et de communication, parce que je pense qu'il faut juste être clair sur ses objectifs. Moi, quand il m'a dit, voilà, j'aimerais qu'on s'installe en Côte d'Ivoire, etc. Bon, je lui ai clairement dit, voilà, ben, moi aussi, voilà, un peu ce à quoi j'aspire, etc. Et bon, c'est une chance, effectivement, parce que je suis consciente quand même que tout le monde n'aurait pas forcément accepté, ou tout le monde n'aurait pas forcément eu un conjoint à l'écoute de ce type de choses. Mais voilà, je lui ai dit clairement, écoute, dans la bienveillance, bon, j'ai aussi une carrière à construire, etc. Laisse-moi le temps d'achever ce que j'ai achevé et après je te suivrai. Et il l'a compris et après on a déroulé. Mais pour avoir déjà eu vu d'autres situations d'amis ou de personnes que je connais, je sais que c'est pas évident. Bon, en tout cas, merci beaucoup et je suis sûre que ça va pouvoir aider des couples qui traversent peut-être ce genre de discussion, de réflexion actuellement. Tu disais aussi qu'une des autres raisons pour lesquelles j'avais voulu partir, c'est que vous voulez pas forcément que vos enfants grandissent en France, donc par rapport à la chaleur et que le fait que vous-même vous ayez grandi sur le continent. D'ailleurs, lui, il a grandi, donc toi c'était le Burkina, lui, il a grandi où? Dans quel pays? Il est né en France. Il a vécu jusqu'à ses 6, 7 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, ils sont repartis au Mali et il est revenu en milieu d'adolescence. Donc, il a vécu quelques années au Mali. Intéressant. Et tu disais donc voilà que vous vouliez pas forcément que vos enfants grandissent en France. Est-ce que tu pourrais en dire peut-être un peu plus est-ce que potentiellement il y avait le poids d'être considéré comme une minorité? Moi, c'est un élément que j'avais cité. Clairement. En fait, bon, moi, c'est une chose que j'ai remarqué en côtoyant justement des Africains ou bien des Noirs, on va dire, qui sont nés, qui ont grandi là en Occident. C'est vrai que moi, déjà, on a certaines valeurs, on sait d'où on vient. Très souvent, on a quand même beaucoup plus conscience d'où on vient, de nos valeurs, de la famille. On n'a pas forcément ce sentiment parce que bon, moi, j'ai souvent eu le sentiment en discutant avec des gens que bon, l'Afrique, c'est le village, il y a rien, il y a aucun potentiel. Pourquoi tu veux rentrer, etc. Et ayant grandi en Afrique, bon après j'ai quand même eu la chance d'avoir une enfance assez privilégiée, donc c'est vrai que j'ai jamais connu énormément de difficultés, mais moi je savais pertinemment que le retour en Afrique c'était pas le cliché que beaucoup de gens en avaient de ah la limite la France t'a sauvé et pourquoi tu veux rentrer quoi. Donc il y avait cet aspect-là et puis le fait aussi d'être une minorité, tu vois, même professionnellement, dans la vie de tous les jours, tu le sens quand même si c'est pas forcément palpable, vraiment, c'est pas frontal, mais sur certains aspects de ta vie, tu sens que je dirais pas que tu n'es pas à ta place, mais sur certaines choses, tu sens que tu vas pas forcément pouvoir évoluer. Tu vois, à certains postes dans ton boulot, tu sais qu'on te les propose pas parce que voilà, soit t'es africaine ou t'es noire, enfin voilà, t'as un nom à consonance africaine. Moi, j'ai eu à vivre même le racisme hein, dans certains de mes postes où il y avait des gens qui disaient non, je veux pas qu'elle gère mon dossier parce que voilà quoi. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que tu te dis bon, j'ai pas envie que mes enfants grandissent dans ce climat-là. J'ai quand même envie. Après, ils feront les choix qu'ils veulent. Hein. Si mon fils veut un jour repartir en France ou aller vivre en Asie ou peu importe, c'est ses choix. Je me suis dit, je pense que pour un enfant et pour sa construction, c'est intéressant qu'il soit dans un cadre, en tout cas où il va plus se sentir à sa place entre guillemets. Je suis totalement alignée avec toi. Alors, je pense qu'en fait, ce constat il peut être aussi d'autant plus difficile quand la France, en fait, c'est un peu ton pays parce que tu y es né quand même. Hein. Donc c'est encore plus difficile. Ouais, je pense que ça doit être encore plus. Ouais, donc c'est encore plus violent quand tu comprends vraiment. Mais effectivement, moi, mon constat c'était ça, c'était de me dire, j'ai fait un épisode sur le sujet, mais
tout ce que j'ai eu à vivre, à comprendre que finalement, effectivement, j'étais bien une minorité et que je serais jamais 100% française. On s'en rend pas compte, mais c'est assez dévastateur pour la construction et la confiance en soi. Et moi, par exemple, j'ai eu confiance qu'en moi qu'à partir de mes 30 ans, tu vois. Et je suis sûre que tout ça, ça y a contribué. Et je me suis dit, mais ce que je vais faire en sorte que ma fille, elle ait confiance en elle dès le départ. Et pour ça, on est dans un monde où le colorisme sévit. Il faut qu'elle soit c'est la réflexion que je me suis faite, il faut qu'elle soit dans un environnement où il y a que des personnes qui sont comme elle. Voilà, c'était un choix qui était amplement réfléchi et qui, je l'espère, portera ses fruits. Ah ben, je comprends totalement. Moi, du coup, j'ai vécu 15 ans en France. Et même moi, personnellement, au fil du temps, c'est quelque chose qui a commencé à peser de plus en plus lourd. Au début, effectivement, ça te passe sur la peau, ça te dit rien, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, etc. Mais je pense que quoi qu'il arrive, au bout d'un certain temps, à force de vivre certaines choses, surtout quand tu veux intégrer un certain milieu ou il y a certains métiers que tu veux exercer, à un moment, ça commence vraiment à peser. Donc, même pour toi, même en tant qu'adulte, même à un moment, ça commence à peser. Donc, je me suis dit, pour un enfant, imagine depuis c'est 1 an jusqu'à je sais pas quel âge, tout le temps, on lui fait sentir que ça devient lourd, quoi, à la fin. Donc, en fait, c'est pas sain. Enfin, évoluer dans un environnement où on te fait comprendre que t'es pas chez toi, enfin, c'est pas sain. Enfin, quand tu réfléchis vraiment, tu te dis, mais c'est pas sain du tout. Enfin, bref, il faut avoir le recul et la tête de se le dire, mais voilà. Quand vous vous êtes installé et donc c'était clair que vous allez vous installer à Abidjan, est-ce que toi, tu avais des craintes par rapport à ça, l'installation avec des enfants? Oui, quand même. Notre principale crainte, c'était au niveau de la santé. Quand on est arrivé, on s'est dit, on connaît pas les hôpitaux, on n'a pas de médecin attitré ou de pédiatre, enfin, ce qu'on avait déjà établi en France. Il a fallu très vite. Enfin, après, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même un gros réseau d'expatriés ou de ripats. C'est assez facile d'avoir des infos, il suffit de poser la question. Donc, on a assez facilement trouvé un médecin. Ben, d'ailleurs, le pédiatre de mon fils, c'est toujours le même depuis notre arrivée. Il est très bien. Il a un très bon suivi, très réactif. Et l'autre gros point, c'était de trouver une nounou. Trouver une nounou parce que bon, après, c'est pas obligatoire, bien entendu, mais c'est vrai que ça dépanne énormément par rapport à moi, pour avoir fait quelques mois en France ou pour y retourner régulièrement en vacances, quand j'ai pas la nounou, c'est le calvaire. Voilà, tu rigoles, je pense que tu sais de quoi je parle. Ben, on est parti 1 mois en décembre, hein, donc. Voilà. Et là, tu te dis, oh là là, tu changes les couches tous les jours, tu fais la vaisselle, tu laves les habits. Je te dis, mais quand ça s'arrête quand? J'avoue qu'on prend très vite goût à avoir de l'aide. Mais il faut trouver la bonne personne. Ouais. Après, moi, pour le coup, à mon arrivée, j'ai vraiment eu de la chance de trouver quelqu'un de très bien, très maternel et assez fiable. Donc, je pense que ça, c'est très positif. Mais je sais que, voilà, c'est quelque chose où, franchement, on a eu un coup de chance pour le coup. Mais je sais que des fois, il faut chercher longtemps. C'est quand même, bon, moi, en plus, c'était mon premier fils. Donc, j'avais beaucoup plus d'appréhension, beaucoup plus de crainte sur à qui je vais confier mon enfant. Tu vois, par exemple, bon, ça, je pense que jusqu'à présent, on a la crainte. Par exemple, quand mon mari et moi, on voyage à deux, on fait toujours venir ma mère qui reste avec notre fils, mais on n'a pas ce truc-là de laisser le petit seul avec la nounou. Ça, on n'a pas encore, on n'a pas ce courage-là. La nounou, effectivement, j'ai pu le dire aussi sur mon épisode, comment ça se passait notre installation. Clairement, c'est game changer. Enfin, franchement, t'es un nouveau individu grâce à la nounou. Enfin, tu peux avoir une vie personnelle. Ah oui, surtout en tant que maman. Mais oui, là où en fait, en France, c'est difficile. Pas t'as plus de vie. Hein. Mais oui, non, mais clairement, surtout quand ils sont en bas âge, c'est compliqué. Donc à ce niveau-là, il y a pas de sujet. Alors après, il y a ce que tu as dit pour le choix de la nounou. Je pense que ce serait bien qu'on en parle. Donc t'as eu un coup de chance. Nous aussi, on pense qu'on a eu un coup de chance. Jusqu'à présent, on l'a pas changé. Donc depuis qu'on est arrivé en août. Mais après aussi, je pense que ce serait bien qu'on parle des critères parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un profil de nounou qui, lorsque tu les prends, fait que tu t'as souvent à les changer.
et un profil où bah t'as peut-être moins à l'échanger et ça peut peut-être aider des personnes qu'on en discute quelque temps un petit peu. Est-ce que vous avez choisi par exemple un profil jeune parce que donc, le cas souvent ce qu'on choisit c'est les nounous qui vont pas forcément coûter très cher mais c'est des jeunes filles vraiment la norme c'est de prendre ce type de nounou, j'ai l'impression quand je les observe dans un parc souvent la plupart elles sont assez jeunes et Nous, on a eu la logique complètement inverse. On s'est dit, la nounou, elle a la vie de notre fils entre ses mains. Elle dort chez nous, elle a les clés de chez nous. Il est hors de question qu'on la sous-paye. Donc, on lui a tout de suite mis un salaire assez confortable parce qu'on s'est dit, on veut pas que par frustration de pas bien gagner sa vie, etc., que sur un coup de frustration, qu'elle puisse frapper l'enfant ou être violente, ce genre de choses. Sur le salaire, vraiment, on s'est dit, en tout cas, c'est pas quelque chose où on s'est dit, on va chipoter. On s'est dit, il faut que le salaire qu'elle nous demande, si tant que ça rentre dans notre budget, dans nos moyens, on chipote pas dessus. Et au niveau de l'âge, nous, on a au contraire opté pour quelqu'un qui était déjà maman. Bon, après, ça a ses désavantages aussi parce que elle pouvait pas forcément dormir tout le temps, etc. Mais le fait qu'elle-même, elle ait un enfant, je me rappelle, Manu, quand elle a commencé chez nous, sa fille avait deux ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Elle sait ce que c'est d'avoir un enfant, elle sait ce que c'est de confier son enfant à quelqu'un d'autre, elle sait la responsabilité. Donc nous, c'est un peu ces critères-là qui nous ont fait nous décider. bah la même chose hein. Le fait qu'elle ait déjà un enfant alors nous du coup on a préféré un enfant qu'elle ait un enfant qui soit grand son enfant du coup il y a l'université et effectivement comme tout on n'a pas négocié pour le salaire enfin pas vraiment mais aujourd'hui pour voilà pour que les gens comprennent la norme enfin le SMIC je crois que c'est 40 ou 50 000 donc en général elles sont payées ce prix-là en Côte d'Ivoire 60 000, je crois. mais il y en a qui sont payés beaucoup. Enfin, on a quand même sondé autour de nous, c'est beaucoup moins, 40, 50. Nous, on lui paye quasiment le double. Elle est par mois à 110 000. Pour nous, c'est le prix de la tranquillité. Je sais que ça va aider, donc c'est pour ça que je communique des chiffres. Voilà. Oui, et puis surtout le fait d'un peu élever son budget. Encore une fois, si on a la possibilité, hein, le fait d'augmenter, c'est que on va pouvoir avoir plus de critères. En général, en tant qu'expat ou ripat, on a quand même une certaine exigence sur la gestion, par exemple, de la maison, même de l'enfant, sur son niveau de propreté, sur ce qu'il mange, etc. Donc, le fait d'avoir une nounou qui va souvent avoir plus d'expérience, ou des fois juste qui sait lire, un truc tout bête, une nounou qui sait lire et écrire, c'est super important. Imagine, toi, t'es pas là, elle doit donner un médicament ou à manger à l'enfant. Après le départ de notre première nounou, j'en ai pris une qui savait pas lire. Et ça peut être très dangereux, pour le coup. Parce que si la personne ne sait pas ce qu'elle administre à l'enfant, etc., ça peut vraiment être très dangereux. Donc, après, tu t'adaptes. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas tout avoir. En général, il y a toujours un truc. Tu dois faire des concessions. Bon, moi, je sais que, par exemple, notre première nounou, bon, elle savait lire, pas très bien, mais elle se débrouillait. Mais là, notre fils, il a 3 ans, il est rentré en maternelle, là. Et par contre, là, quand elle est partie, on en a cherché une nouvelle. Là, il nous fallait quelqu'un qui sache lire. Pour une raison toute bête, c'est que, bah là, il commence à apprendre les lettres, on commence à faire des petits jeux de lecture ou d'apprendre à compter, etc. Nous, on s'en occupe, hein, son père et moi, mais de temps en temps, quand elle joue, enfin, je préfère quand même on a préféré avoir quelqu'un qui puisse aussi, dans les jeux, dans les cantines, avoir cette conscience-là de lui apprendre des fois des petites lettres. Quand il va répéter, par exemple, ce qu'il a appris à l'école, que la nounou puisse aussi être dans cette dynamique-là. Et totalement, parce qu'au final, elle passe quand même beaucoup de temps avec. Donc, non, mais totalement. Mais voilà, il faut savoir que ici, pour les autres qui envisagent d'installer en Côte d'Ivoire, il y a quasiment plus de 60% de personnes qui sont analphabètes ici. Mais merci, je pense que vraiment c'était un super aparté. Et donc pour les structures, du coup, tu disais que vous aviez un pédiatre. Donc je vais prendre votre contact, nous on n'en a pas. Vous allez aller aux hôpitaux, vous n'êtes pas encore parti à l'hôpital, c'était pas nécessaire. Oula, ok si. Tu sais, au début, après je pense comme tous les enfants, hein, surtout quand ils commencent la crèche, là on a découvert les fièvres à 40 degrés à 1h du matin. Donc après il y a de bons services d'urgence. Nous on va souvent à Fara, c'est à Marcory. Ils sont assez efficaces, ils sont ouverts 24/24, 7 jours sur 7. Donc notre fils il est beaucoup tombé malade quand on est arrivé. Franchement la première année, oui on a fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital et aux urgences. Mais bon après c'est un pli à prendre. On sait que voilà c'est le temps qu'il fasse
son système immunitaire, et puis après ça roule. Et puis après, pour le pédiatre, pareil, c'est quelqu'un qui nous a été recommandé. Et pareil, super, il répond sur WhatsApp. Des fois, il dit, oh, c'est pas la peine de se déplacer. Ou lui envoyer une photo ou les symptômes. Et en fonction de ce qu'il a, venez ou pas. Enfin, voilà. Ah, super. Bon, tu me passeras son contact. Avec plaisir. On va passer un peu sur la partie pourquoi la Côte d'Ivoire. Donc tu nous l'as un peu dit, mais comment ça s'est passé plus en termes d'installation pour toi en tant que jeune maman, en plus avec un bébé? Alors ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident au début. Maintenant ça commence à aller. Là, ça va bientôt faire 3 ans. Mais c'est vrai qu'au départ, le fait d'arriver avec un bébé, soi-même d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Bon, moi, j'avais déjà fait plusieurs vacances en Côte d'Ivoire parce que mon mari étant là, je venais de temps en temps, mais j'avais jamais fait plus de 3 semaines, un mois. Donc l'installation, bon là, on découvre la réalité du pays. Faut gérer. En plus, mon mari, il a pas énormément de temps, donc c'est moi qui ai géré quasiment toute l'installation. Donc, trouver des prestataires pour meubler, pour gérer les changements de compteurs, de factures, etc. C'est assez sport. C'est assez sport parce qu'en plus, on n'a pas forcément, on n'a plus la mentalité. Ça, c'est un truc qui est assez important à savoir, c'est que même quand on a grandi en Afrique, le fait d'avoir vécu de nombreuses années en Occident, enfin, que ce soit en France ou ailleurs, on a une autre façon de penser, une autre façon de travailler. Souvent, on a l'impression que c'est lent, pourquoi il répond pas, les gens respectent pas les délais, etc. Faut quand même beaucoup de résilience. Moi, je sais qu'au début, je pétais beaucoup les plombs parce que je disais, mais attends, c'est pas professionnel, nanani, nanana. Mais bon, avec le temps, on commence à comprendre un peu comment les gens fonctionnent. Faut surtout pas être pressé, faut savoir parler avec diplomatie, faut surtout pas frustrer l'artisan parce que sinon voilà, il laisse ton dossier sur le côté et voilà. Et en plus bon, moi quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, au début j'étais en congé maternité. Donc du coup, je ne travaillais pas. Socialement, l'intégration était un peu plus difficile parce que bah forcément en général, on socialise surtout à nos âges on socialise beaucoup par le travail. Quand tu arrives, bon déjà tu as un enfant donc tu sors moins de facto, donc tu fais moins de rencontres et si de surcroît tu ne travailles pas, oui, c'est au début j'ai quand même beaucoup vécu de solitude. Bon après avec le réseau, que ce soit par mon mari ou d'autres personnes que je connaissais, ma chance c'est que j'avais 2 copines notamment qui se sont installés en Côte d'Ivoire quasiment au même moment que moi, enfin on a quelques mois d'intervalle, qui vivaient aussi à Paris et on s'est retrouvés ici en fait. Donc c'est des copines avec qui j'ai quand même pu garder un lien et après développer d'autres relations avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'au début c'est pas évident. Ah oui, donc tu as quand même vécu pas mal de choses parce que du coup tu parlais de l'installation, mais donc ça veut dire que potentiellement ton mari il vit dans un autre appartement et quand vous êtes venus, vous avez déménagé pour que tu aies à faire tout ça, l'électricité et tout. Oui. Il avait son appartement qu'il a lâché. On a pris, comme je t'ai dit, on avait déjà signé notre bail parce que on avait eu un coup de cœur sur l'appartement. Je comprends. Voilà, bah t'as le même, donc tu sais. Donc on avait vraiment kiffé cet appartement et on savait à quel point c'était dur de trouver. Bon, moi j'aime les grands séjours. Là, il y a un très grand séjour et c'est assez compliqué à trouver ici. Donc on voulait pas le rater. Donc on a signé le bail, mais il est resté vide pendant 1 an. On a hébergé des amis dedans, mais du coup il n'était pas meublé. Il y avait juste, bon, mon mari avait ramené son vieux frigo et sa vieille gazinière de son ancien appartement. Et je pense 1 ou 2 canapés, mais bon, c'était pas. Voilà, en tant que femme, je suis arrivée, j'ai dit non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, faut que je refasse tout. Donc voilà, il a quand même fallu refaire un peu tout. Et c'est très sympa aujourd'hui, j'aime beaucoup l'installation que vous avez choisie. C'est gentil, merci. Bah, c'est la partie créative de ton profil, mais on y arrive. Et mais ok, donc ouais, quand même, c'était sportif parce que petite bébé, quasiment nouveau-né, nouveau pays, tu dois faire la partie l'installation et tout. Waouh. Ok. Et t'avais trouvé la nounou assez rapidement ou pas? On l'a trouvée en 1 mois à peu près. Mais par des amis, hein. Par des amis, c'est-à-dire c'est des amis qui nous ont dit voilà, on connaît une dame qui faisait le ménage chez eux, mais qui cherchait à être nounou. Elle préférait être nounou. Donc ils nous ont mis en contact, c'est bien passé, elle a commencé chez nous et après ça a juste coulé. Ça va, on l'a trouvée assez rapidement. Au niveau un peu finir sur la partie familiale,
Donc aujourd'hui, c'est quoi à peu près votre budget de vie mensuel pour vivre au quotidien ici à Abidjan? Environ, je dis bien environ parce que ça peut varier selon les mois, mais on a une moyenne à 1,5 million, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Donc un peu plus, je suis pas encore bonne en conversion, mais je pense que c'est un peu plus de Ça 2 fait à 000, peu 3 près 000. 2 500 € à peu près. Ouais, c'est ça, ok. Donc ça reste, oui, bah vous vivez de manière décente. Ça va. On n'est pas dans l'excès au-dessus, mais voilà, on n'est pas non plus. On essaye de garder un budget quand même Raisonnable. assez raisonnable, ouais, parce qu'à Abidjan, ça peut aller très vite. C'est ça, c'est incroyable. Bon, au début, je pense qu'on a fait l'erreur comme beaucoup de gens, hein. C'est-à-dire quand on est arrivé, c'était un restaurant tout le temps, assigné tous les week-ends, etc. Au bout de quelques mois, on se rend compte que non, ça va pas être possible. Donc après, on réajuste, et puis bon, après ça va. Mais c'est vrai qu'au début, et ça c'est quelque chose que je note beaucoup, c'est que beaucoup de gens veulent vivre la vie qu'ils voient quand ils viennent en vacances ou bien qu'ils voient sur les réseaux. Sauf qu'Abidjan coûte très cher et bon, après on se rend compte que faut quand même doser, sinon vous réaliserez rien, quoi. Ouais, exactement. Totalement. Et surtout que moi, ce que je me dis aussi, c'est aussi assez difficile de suivre son budget. Enfin, en fait, comme t'as pas toutes tes dépenses sont centralisées au niveau d'un compte, t'as plusieurs mobile money, etc. Enfin, Oui. c'est assez difficile d'avoir une vision. Je travaille d'ailleurs sur ça, d'avoir une vision facile sur vraiment un endroit, tu sais exactement ce que tu dépenses. Donc moi, je fais très attention parce qu'en fait, j'ai du mal à suivre réellement ce que je dépense. Et ça va très vite ici parce que tu sors tout le temps du cash. Enfin, c'était très différent de la manière de payer en Occident. Donc, et comme tu sais pas trop faire, tu maîtrises pas les conversions. Donc moi, vraiment, je fais très, très attention. D'autant plus tant que j'ai pas une maîtrise claire de ce que je dépense. Parce qu'en plus, faut trouver le temps de faire tous des comptes. Enfin, ça peut être assez ouais, fastidieux. Bon, moi je sais qu'en France, j'avais quasiment jamais de cash sur moi. J'avais peut-être 10 € ou 5 € histoire de voilà d'avoir quelque chose, mais on travaille jamais avec du cash et du coup quand tu payes tout avec ta carte, il suffit que tu te connectes sur ton compte, tu sais ce que tu as dépensé à la journée ou à la semaine. Ici, tu retires du cash, à la fin de la semaine, il te reste plus rien, tu sais pas dans quoi tu l'as mis. Il faut être encore plus vigilant sur ses finances ici, hein, clairement. Totalement. Et souvent, le poste de dépense le plus lourd, c'est le logement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Aujourd'hui, peut-être plus. C'est l'un des plus gros postes. Oui. Et sachant que nous, on a une très bonne affaire au niveau de notre loyer, donc on paye pas très cher par rapport à Abidjan, bien entendu. Ah oui, bah oui, bah, l'équivalent de ce qu'on a, c'est 800 000 dans un bâtiment juste à côté. Donc nous, on l'a eu à 500 000 récemment et on estimait déjà avoir fait une bonne affaire. Mais du coup, oui, voilà, vous, c'est à peu près la même chose. 800 000 encore, t'es gentil, hein. Je pense que peut-être même plus, hein. Après, je sais que pour avoir discuté avec le propriétaire, donc ça c'est une chance, c'est que moi de ce qu'il m'a dit, il veut pas mettre de loyer super élevé pour justement avoir des gens qui peuvent payer sur le long terme. Parce que c'est vrai que nous aujourd'hui on a un loyer où on n'a aucune raison de partir, quoi, sauf gros changements dans nos vies. Et lui c'est un peu sa politique, c'est de se dire plutôt que de mettre un loyer très élevé où les gens vont transpirer à chaque mois pour payer, je mets un loyer plutôt modéré. Bon après je pense que c'est quelqu'un qui a pas besoin de l'argent, hein. Et, Ah, voilà. c'est clair. Il a dit bon moi je préfère mettre un loyer modéré comme ça je sais que les gens partent pas tous les 3 mois, quoi. De toute façon, même si les gens partent, ils te retrouvera vite. Donc, je Ah pense oui, surtout c'est qu'il n'a pas largement. besoin d'argent. Je pense vraiment Oui. que c'est ça. Ok. Et dans quel coin, bon, du coup, moi, forcément, je le sais, mais dans quel coin de Abidjan, allez, on est? Alors c'est un quartier qui s'appelle Riviera 3 Triangle, enfin, ça s'appelle Triangle. Donc, ça fait partie de la Riviera 3 mais c'est un petit espace qui s'appelle Triangle. Donc c'est pas très loin du lycée français, du lycée américain. Et on n'est pas loin non plus de la Palmeraie, en Grès, enfin, c'est de l'autre côté, en fait. C'est ça, en fait, on est, bon, où, je me rappelle, je regardais beaucoup les cartes, on est à la limite entre la 3 et la Palme. Donc, on va passer maintenant, on va parler un petit peu plus de ton enfant, mais assez rapidement. Donc, ton fils, il a quel âge aujourd'hui et où est-ce qu'il étudie? Il a eu 3 ans, là, il y a 2 semaines. Bah ouais, on l'a fêté, ouais, c'était sympa. C'est ça. Et il est à la maternelle à Loé, donc comme ta fille, du coup. Comme ma fille. Non, mais on vous dit ça, mais en fait, c'est vraiment une coïncidence. Enfin, Ouais, j'avoue. on a découvert qu'on était ensemble, dans le même bâtiment, et on a vu nos enfants. Donc c'est mon conjoint, il a vu nos enfants rentrer régulièrement ensemble, et on a découvert en fait que c'était à la même école. C'est ça. C'est marrant.
Alors, comment s'est passé du coup l'installation, les délais d'inscription en termes de place? Qu'est-ce que tu as eu du mal à trouver Écoute, non, parce que je pense que il y a beaucoup de crèches à Abidjan et c'est quelque chose enfin, ils s'en ouvrent de plus en plus tout le temps. Donc il y en a pas quand même pas mal. Il y a du choix. Après, je pense que le choix il se fait en fonction de soi-même, ses valeurs, ses propres critères. Nous, on en a visité trois, quatre autour de chez nous justement. On voulait pas aller très loin. On en a vu d'autres qui étaient encore qui étaient sympas, mais qui étaient beaucoup trop loin par rapport à la maison. Donc on voulait pas non plus. On voulait quelque chose qui mette pas une heure à chaque fois pour aller chercher l'enfant. Donc on a cherché dans la zone. Notre choix s'est porté sur Loré parce que bon déjà on a bien aimé le fait que ce soit une structure à taille humaine. C'est vraiment une petite crèche, il n'y a pas énormément d'enfants. Ça avait ouvert il y avait pas très longtemps aussi au moment bon ça se développe mais ça reste quand même à taille humaine, il y a pas c'est pas l'usine d'enfants quoi. Donc il y avait ce côté-là. Bon les valeurs de la directrice nous plaisaient aussi, le fait que les repas soient cuisinés sur place, qu'elle essaye de faire des trucs assez simples pour les enfants. Elle avait quand même des notions de comment gérer un enfant, ça correspondait à ce que nous on recherchait. Donc voilà, on a choisi et puis c'est vraiment à 5 minutes de la maison pour le coup. Et, la nounou, elle va le chercher à pied le soir, il rentre à pied. Donc ça c'est vraiment super pratique. Après sur l'inscription, bah écoute, franchement, une fois qu'on a fait le choix, ça a été assez facile. Bon, les effectifs étaient pas complets du coup à l'OE à l'époque, donc on est juste parti, on a expliqué un peu notre profil, voilà, le petit, il a fait 2-3 journées d'adaptation. Moi, je restais sur place avec lui pour voir comment ça se passait, etc. Parce que bon, j'avoue, moi, au début, j'avais peur de le laisser à la crèche, etc. Donc, je tenais quand même à être sur place. Donc, j'ai fait 2-3 journées avec eux pour voir un peu comment se passait une journée type, etc. Donc j'ai vu que ça se passait plutôt bien, que les tatas, comme ils les appellent, étaient franchement super sympas, super douces et tout avec les enfants. Donc voilà, donc on l'a laissé là. Donc ça c'est pour la crèche et puis bah là à la rentrée il est passé ils ont ouvert une classe de maternelle donc sur le système Montessori et je dois dire qu'au début on avait un doute de le laisser allouer ou pas parce que on s'est dit ah ça va être nouveau, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. On a hésité à le remettre dans le système français ou dans d'autres écoles qui sont connues entre guillemets ici et finalement on s'est dit tu sais quoi, bon après la réalité c'est qu'il est rentré en maternelle à 2 ans et demi. Il n'avait pas 3 ans. Mais ils ont accepté de le prendre en maternelle à l'OE parce qu'ils ont dit, bon, au niveau de son évolution, on voit que ça va, il a l'air de gérer. Donc, ils ont accepté de le prendre. On savait que dans les écoles françaises, si t'as pas 3 ans, c'est très compliqué, quoi. Donc voilà, donc on l'a inscrit là. Et puis, écoute, finalement, notre crainte, au final, c'est ce qui s'avère être le plus positif. C'est que du coup, ils sont pas nombreux. Leur maîtresse, elle est vraiment super qualifiée. Elle est vraiment très bien. Elle est vraiment top. Je vois les évolutions de mon fils avant même d'avoir 3 ans. Il connaît quasiment tout l'alphabet. Enfin, il sait compter jusqu'à 15. Enfin, tu vois, ils sont quand même. Il est propre. Il sait ranger ses affaires. Enfin, franchement, c'est top. Donc, on s'est dit au final. Au début, on avait peur parce qu'on disait ah, on connaît pas. Donc, tu sais, on a souvent tendance à aller vers les trucs où la majeure partie des gens partent. Parce que tu te dis ah, c'est que là-bas c'est validé, etc. Et puis ben, au final, on a une très bonne surprise et ça se passe super bien. Donc, en tout cas, pour l'instant, il est là-bas. Je pense il y restera encore un moment. Ouais, je pense. Jusqu'à ce que ce soit nécessaire de le changer, quoi. C'est ça. Pour ceux du coup que ça intéresserait, j'ai fait une interview avec la directrice, c'est l'épisode 14. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter. Et si vous allez sur notre Insta, on est de plus en plus présent sur Instagram, donc sur la page du podcast Life of Ripat. Vous pourrez aussi voir à quoi ressemble la salle d'une école Montessori. On a pris le temps de la décrire avec elle et voilà. Ça, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le faire. En tant que femme et maman, avais-tu des appréhensions avant de venir à Abidjan? Tu as mentionné la santé. Est-ce t'avais d'autres appréhensions, peut-être même en tant que femme, tu vois, avant de venir? La sécurité. Sur la sécurité, en fait, bon, j'avais plein de gens qui m'avaient dit oui, à Abidjan, faut faire attention, pas sortir la nuit. Il y a beaucoup de cambriolages, etc. Il y a des braquages. Ben, je pense que c'est comme quand tu regardes BFM et on te dit dans les cités, voilà, t'as l'impression que tu vas te faire C'est tous agresser les à tous les jours. coins de rue, voilà. Ouais. En réalité, franchement, ça va.
Ça va. Après, je pense que le choix de là où tu habites, c'est important aussi. Je pense que ça reste quand même important. Bon, moi, je fais quand même attention à pas sortir à certaines heures. Bon, moi, j'aime bien marcher, donc tu vois, je sors souvent et je marche jusqu'à Jacques Prévert, enfin jusqu'à l'école française, l'école américaine. Mais bon, j'essaie de le faire pas le soir, tu vois. J'essaie de le faire avant qu'il fasse nuit parce que bon, on sait jamais. Tu restes une femme, tu marches seule le soir. Bon, et je le sens quand même. Je me suis jamais fait agresser, mais tu te fais toujours accoster, toujours siffler. Enfin bon, du coup, t'as quand même un peu de crainte, mais globalement ça va. Globalement, ça va. Et je sais juste que pendant la période des fêtes, faut être un peu plus vigilant parce que bon, ça même les Ivoiriens le disent. Ma nounou et mon chauffeur se sont fait agresser plein de fois à 200 mètres de la maison. Oh mon Dieu. Oui, ma nounou, une fois, elle rentrait du travail et elle m'a dit, Madame, en fait, juste vraiment à 200 mètres, hein, il y a quelqu'un qui a essayé de lui arracher son sac, enfin, des gens à moto. Pareil, mon chauffeur, il m'a dit une fois qu'en rentrant, il s'était fait braquer. Donc, bon, faut quand même faire attention, mais c'est pas récurrent. C'est pas le truc où tu peux pas sortir seul, voilà. Mais c'est vrai que c'était une crainte au départ. Par exemple, même le fait de vivre en appartement, moi au départ, pour moi c'était une sécurité. Je voulais pas vivre en maison parce que j'avais cette impression que vivre en maison, ça veut dire si t'as pas de gardien par exemple, tu peux te faire cambrioler plus facilement, etc. Bon, maintenant avec le recul, ça fait quelques années que je suis là, je me rends compte que bon, c'est pas forcément le cas. Même si bon, ici souvent les maisons sont dans des cités. Enfin, faut pas prendre une maison juste au bord de la voie, tu vois. Faut aller dans une cité et en général ça va, c'est assez safe. D'accord, j'avais pas eu forcément ces retours-là, mais c'est intéressant de pouvoir entendre de ton côté ce que tu as pu, ce que enfin voilà, ton entourage a pu aussi t'expliquer. Tu mentionnais aussi que potentiellement il y avait par rapport au permis. Ah oui. Bah écoute, moi j'étais phobique de la route. Franchement, j'étais une catastrophe au volant. Et j'avais même le sentiment que je n'arriverais jamais à conduire de ma vie. Enfin, c'était vraiment. Et quand je suis arrivée à Abidjan, bah du coup au début j'avais un chauffeur qui me conduisait partout où j'avais besoin d'aller. Sauf que notre chauffeur nous a lâchés du jour au lendemain. Bon, j'avais cette crainte-là de me dire, c'est pareil, la voiture c'est l'un des premiers achats qu'on a fait ici en arrivant. Parce qu'on s'est toujours dit, imagine, on a une urgence le soir, et au final, ça nous est quand même arrivé plusieurs fois. T'as une urgence le soir, tu sais pas trop comment appeler une ambulance ou les pompiers, je sais pas, et t'as besoin de ramener ton fils. Bon, là, c'est plus pour notre fils. T'as besoin de ramener le petit à l'hôpital, etc. Et comme mon mari voyage quand même pas mal, j'avais ce truc-là de me dire, imagine s'il y a une urgence, t'es seule à la maison avec le petit, faut quand même l'amener à l'hôpital, etc. Donc bon, ça m'a un peu boosté à me dire, faut que tu conduises. Tu peux pas être juste là à tout le temps espérer, sachant que les chauffeurs souvent ils ont des heures de descente. À 19h, 20h ils rentrent. Donc faut quand même que le soir tu puisses te débrouiller. Mais bon, j'avoue qu'au début quand j'en ai arrivé, je prenais un peu mon temps sur toute la circulation à Abidjan. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même technique. Ça fait peur, hein. Oui. Ça fait peur, voilà. Donc au début, j'avais vraiment peur, je n'osais pas et tout. Et notre chauffeur, il nous a lâché un peu du jour au lendemain. Donc j'ai pas trop eu le choix. J'ai pas trop eu le choix de me mettre au volant. Et puis bon, après, quand tu fais quelques semaines, quelques mois, tu conduis. Bon, au début t'as peur et puis après ça va quoi. Bah félicitations parce que c'est pas évident. Bah écoute, j'entends beaucoup de gens qui me disent, j'ose pas conduire à Abidjan. C'est technique, franchement, même maintenant, moi, je conduis quasiment tout, enfin, je conduis tout le temps, mais faut être très vigilant. Ici, il n'y a pas de oui, j'ai la priorité, donc c'est à moi de passer un. Non, non, non. Si tu te dis dans un rond-point que c'est toi qui as la priorité, alors là. Tu vas lire l'heure. Non, ou sinon juste tu vas faire, soit tu vas dire non, soit tu vas faire un accident, tout bêtement. Parce que le gars qui vient en face de toi, lui, il en a rien à faire, il fonce. Mais du coup, donc t'as passé un permis local? Non, pas encore. Ma chance, c'est que j'avais mon permis malien. Bon, je dois le changer, mais ça me permettait de conduire un peu plus longtemps ici. Quand t'es arrivé, donc, ok, t'avais le petit, t'as dû t'en occuper, et à un moment, on s'est posé la question d'avoir une activité locale. Est-ce que t'as eu du mal à en trouver une? Bon, mon cas, il est un peu particulier parce que quand je suis arrivée, j'avais pas forcément envie de reprendre tout de suite. Mais après, ça, c'est vraiment une philosophie de vie, enfin, et vraiment par rapport à mon conjoint et moi. C'était important pour moi de passer les premiers mois de mon enfant avec lui. Donc, je voulais pas forcément reprendre le travail tout de suite. Moi, je sais que je veux pas avoir beaucoup d'enfants, maximum deux.
ce sont des années qui sont qu'on récupère pas et qui sont vraiment précieuses. Donc c'était important pour moi que au moins la première année de mon fils, je sois avec lui. Donc j'avais pas forcément l'envie de reprendre le travail tout de suite. Et bon, et la chance que j'avais, c'est que j'étais en congé mat, donc j'étais toujours payée. Bon, en France du coup. Donc ça me permettait d'avoir un revenu le temps d'être ici quoi. Bon, après ça, c'est les avantages de la banque. Je sais pas si je dois le dire parce qu'on nous déteste pour ça. J'étais payée pendant 9 mois. Hein. J'ai pas de 9 mois. Seigneur. Non, mais il faut dire, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la banque, peut-être qu'ils sont pas, non, si, il va être au courant quand même. Chacun ses avantages, chacun sa chance. Donc, oui, 9 mois. C'est sympa. Et plus le nombre d'enfants augmente, plus ça augmente. Donc, c'est assez sympa. Peu importe ton niveau hiérarchique, en fait, tu peux être conseiller. Oui. Ok. Ah, peu importe. Peu importe, c'est juste au bout d'un certain temps, tu passes soit en demi. En fait, soit tu prends plus long et t'es en demi-salaire, soit tu prends un peu plus court. Donc, moi, j'ai préféré prendre plus long et être en demi-salaire, sachant que bon, quand tu convertis en CFA, ça va. C'est quand même très bien. C'est quand même très confortable, donc ça va. Donc, j'ai pas forcément cherché tout de suite en arrivant. J'ai pris le temps de ma maternité. Et après, quand j'ai commencé à chercher, bon là, je me suis heurtée à quelque chose, c'est que c'est vrai que mon métier n'est pas très développé ici. Donc, soit on me proposait des postes qui étaient en dessous de ce que de mon niveau réel entre guillemets. Donc, forcément avec une rémunération assez faible par rapport à ce à quoi j'aspirais. Ou sinon très peu de postes disponibles dans ma spécialité. Et je t'avoue que j'étais aussi dans une phase de ma vie où j'étais un peu je cherchais sans chercher, parce que j'étais aussi dans une période de remise en question où je me disais, est-ce que j'ai envie de continuer dans ça? J'avais un peu fait le tour, entre guillemets, du métier. J'avais envie de voir autre chose. J'avais un peu envie de voir autre chose. Donc, j'ai un peu exploré pour voir ce qui était possible d'avoir ici, en termes de salaire, en termes de conditions, etc. Mais bon, quand j'ai vu que j'avais pas forcément, franchement, j'allais pas exploser professionnellement dans ce milieu-là ici. Là, je me suis dit bon, je vais créer quelque chose de personnel. Est-ce que vous avez eu à faire des documents d'identité, toi et ton fils en arrivant, tout ce qui est carte de résidence, etc. Alors, en vrai, on est toujours dedans. Bon, je t'avoue qu'on s'y est pas pris super tôt en arrivant. Ce qui est mis il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, on est toujours dans le process. Franchement, ça prend du temps. Il faut connaître déjà vers qui se tourner, où aller, les administrations. Enfin, c'est pas comme en France où tu tapes sur Internet et t'as tout. C'est un peu, voilà, soit t'as quelqu'un qui peut t'aider dans tes démarches, soit c'est quand même c'est assez chronophage et Moi, la carte de résidence, ça m'a pris 10 jours, hein, donc si t'as besoin que je te dise tout ce que j'ai fait, c'était assez rapide, hein. Oui, j'avoue que ça ça peut m'intéresser. Du coup, c'est un peu handicapant. C'est un peu handicapant. Bon, on a fait la demande, mais elle est toujours pas sortie, quoi, la carte. On va pouvoir voir ça ensemble. Après, juste dernière question sur la partie personnelle. En tant que maman aujourd'hui, comment te sens-tu au quotidien au bout de 3 ans? Qu'est-ce que t'aimes au style en fait d'être maman aussi ici dans ta vie au quotidien ici à Abidjan? Écoute, franchement, je pense que le principal point, c'est d'avoir de l'aide, c'est d'être aidé au quotidien parce que du coup, tu peux quand même beaucoup mieux profiter de ta relation avec ton fils. Moi, avec mon fils, tu vois, quand je passe du temps avec lui, c'est vraiment des moments de qualité. On fait des activités, moi-même, je suis beaucoup plus détendue. Je suis beaucoup plus détendue en tant que maman. Je peux lui accorder le temps sans être sur les nerfs, fatiguée, parce que je viens de faire le ménage, les courses, nanana. Donc j'avoue que là, sur ce point-là, c'est assez sympa. On va passer à une partie, je pense que plusieurs personnes attendent avec impatience, c'est ton activité. Alors explique-nous, que fais-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc changement de cap à 360 degrés, je sais pas, peut-être pas 360, mais 180. Écoute, maintenant je suis cake designer. Je fais des gâteaux vraiment personnalisés pour les mariages, pour les anniversaires, enfin tout type d'événement. Ouais, comme tu dis, c'est un changement qui est un peu radical par rapport à ce que tu faisais avant sur la gestion de patrimoine. Alors dis-nous vraiment comment t'en es venu à ça, comment t'en es venu à vouloir créer ce service-là de cake designer. Alors, franchement, ça c'est un hasard. C'est vraiment un hasard. Bon, moi, j'ai toujours aimé la pâtisserie. J'en ai fait depuis aussi longtemps que je me souviens.
J'aidais ma maman, tu sais, avant à faire les desserts à la maison, etc. Et après, j'ai commencé à faire toute seule. Donc, c'est un truc que j'ai gardé depuis toute petite. Mais vraiment, tu sais, les desserts basiques que tout le monde fait chez lui, quoi. Donc, rien de fou. Et j'ai toujours regardé les gens qui faisaient du cake design comme des sorciers, tu sais. Je me disais, mais comment ils font ça? Enfin, c'est incroyable et tout. Et j'ai jamais testé. J'ai jamais testé parce que, bon, j'avoue, moi, de mon parcours, tout ce qui est artistique, c'est pas quelque chose que j'explorais particulièrement. Et puis, écoute, le déclic, ça a été déjà moi-même en tant que consommatrice de cake design. Donc, quand on a les anniversaires, etc., je commandais chez des personnes ici. Et souvent, soit j'étais pas forcément satisfaite du goût, ce genre de choses. Et puis un jour, je décide de faire moi-même mon gâteau pour mon anniversaire à la maison. J'avais invité des amis et je me dis, bah écoute, plutôt que d'aller commander, je vais faire un gâteau moi-même. Donc je me lance, je fais un gâteau, etc. Bon, moi, je suis absolument pas satisfaite. Hein, c'est-à-dire, moi, je me dis, ah, il est nul mon gâteau et tout. Et mes amis viennent à la maison et ils me disent, mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas me dire que c'est toi qui as fait ce gâteau. Au niveau du goût et au niveau de la forme, parce que ça c'est un gâteau, mais c'était un cake design que tu avais fait. Ouais, mais très simple. Hein. J'avais fait un layer cake que j'avais couvert, etc. Et là, elles me disent, mais non, c'est pas possible. Tu l'as acheté, machin. Et moi, non, c'est moi. Donc, elles me disent, mais enfin, ça, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui est novice dans le domaine et qui fait ça, c'est juste incroyable. Moi, je le garde dans un coin de ma tête sans forcément pousser. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'un pareil, un soir, on est allé faire un atelier de peinture. Bon, pareil, j'ai jamais fait de peinture de ma vie. Et puis, je peins un tableau. Et là, pareil, mes copines, elles me disent, mais c'est pas possible, dis-nous la vérité, tu viens ici tous les soirs, tu peins tous les jours chez toi, enfin, c'est pas possible. Donc, je dis non, pas du tout, c'est la première fois que je fais de la peinture de ma vie. Et bon, apparemment, le tableau, il était super. Tu l'as peut-être vu dans mon salon, mais elles me disent, mais c'est pas possible. Donc là, je commence à cogiter et je me dis, mais tu sais quoi, je pourrais allier ce talent que j'ai sur les gâteaux, allier les deux avec de l'art et faire des gâteaux, vraiment faire des gâteaux artistiques, quoi. C'est comme ça que je commence. D'abord, je commence à faire quelques gâteaux chez moi. Et puis, bon, voilà, ça se lance petit à petit. Bon, après, je suis allée me faire former, etc. Mais voilà, c'était un peu ça. En fait, ces déclics-là, donc sur le dessin et sur le cake, en fait, tu les as eus à Abidjan. Tu les avais pas encore en France. Ah, pas du tout. En France, quand j'avais des anniversaires, j'avais une amie, du coup, là-bas, qui faisait des gâteaux. Très bien. Donc, je commandais chez elle. Si tu veux, moi, je suis vraiment quelqu'un à la base. Et même là, le fait de choisir le cake design, je voulais pas faire de la pâtisserie classique. En fait, j'aime vraiment les trucs compliqués comme tu sais, je autour de moi. Je voulais pas faire juste des cakes ou des gâteaux tout simples. Je voulais vraiment faire quelque chose où ça me demande quand même un certain niveau de précision et de détail assez poussé. En fait, j'aime bien les choses qui me demandent quand même du défi, qui me demandent de me surpasser. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cake design et pas juste pâtissière. Parce qu'il y a une petite nuance entre les deux. Ah, mais totalement. Là, tu fais de l'artisanat, donc tu es artisan aussi. Donc, sa capacité, du coup, à transformer les matières premières dans différents domaines. Mais oui, là, clairement, c'est un step au-dessus en termes il y a de la technicité, etc. Comme tu disais aussi, par rapport au fait d'avoir des personnes qui ont fait des carrières un peu dans ta famille exigeantes, tu retrouves un peu de ça, en tout cas, de ce côté-là que tu voulais, challengeant peut-être plus aussi. Oui, parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, quand je dis que j'étais pas du tout dans le domaine artistique, mon père, il est ingénieur. Enfin, la plupart de mes oncles ou des personnes que je connais dans mon environnement, c'est soit avocat, médecin, pharmacien. Enfin, tu sais, c'est un peu ce cliché des familles africaines intellectuelles où si tu fais pas droit, médecine voilà, enfin, t'as raté ta vie, quoi. Pour moi, ça n'a jamais été une option. J'avoue, même quand on me demandait, oui, mais t'es passionné, pourquoi tu fais pas? Bah non, chez moi, on se pose pas ce type de questions. Il faut que tu fasses des études entre guillemets prestigieuses, sinon t'as rien fait, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable parce que effectivement, moi, quand je vois tes créations aujourd'hui, je me dis, mais je pourrais les consommer encore très longtemps visuellement, tellement je les trouve jolies. Et je me dis, mais avoir un tel talent et d'une telle précision, parce que tu vois, c'est quand même un niveau assez élevé sans avoir pratiqué en amont. Non, mais c'est quand même dingue parce que je me dis que t'as un talent qui est là, que tu peux exploiter tout de suite. Et il y a des signes, mais c'est des signes que tu considères pas parce que tu as été formaté à penser que peut-être pour gagner de l'argent, etc., il faut faire un certain type de carrière. Je trouve ça, psychologiquement, assez très intéressant
parce que ton talent, il est là. Tu vois, je me dis, je pourrais en parler. Je trouve ton cas vraiment très, très intéressant. Mais tu sais que, est-ce que tu sais que au début, en plus moi je suis très très perfectionniste. J'avoue que je suis très critique sur mes gâteaux. Et au début, j'étais tout le temps à dire non, mais tu vois, il y a tel détail, ça va pas, bah, franchement, je passe des heures. Des fois, je fais des maquettes de mes gâteaux, pour le coup, je refais des mathématiques, je travaille vraiment mes gâteaux avant de les faire pour être sûr que les dimensions sont bonnes, que les proportions, etc. Et au début, il a vraiment fallu que, bon, j'avoue beaucoup mon mari me dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu as dans les mains. Et moi, bah non, tout le monde peut faire ça. Il me dit, mais non, tout le monde peut pas faire ça. Enfin, je sous-estimais vraiment, je me disais, mais non, enfin, pour moi, ce que je fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est avec le temps que j'ai quand même vu que, bon, pour le coup, quand j'ai vu mon évolution là, ça fait 1 an que j'ai commencé. Enfin, je suis partie de zéro là, apparemment, ce que je fais, c'est assez sympa. On va dire ça comme ça. Moi, je pense que j'avais ce don-là. Mais après, j'ai toujours été quelqu'un de très manuel, hein. J'ai appris à coudre toute seule. Je me suis acheté une machine à coudre. Bon, ça, depuis la France, je m'étais acheté une machine à coudre. Je faisais des petites créations. J'ai appris à me coiffer toute seule sur mes propres cheveux. Et je sais que souvent, quand les gens voyaient comment je me coiffais, ils me disaient, mais c'est pas possible. Enfin, quelqu'un t'a coiffé. Même ma mère, je me rappelle la première fois que je me suis coiffée. J'ai envoyé une vidéo, j'ai dit, maman, j'ai fait ça moi-même. Elle m'a dit, mais c'est fou, quelqu'un t'a aidé. Tu vois, vraiment, je m'étais fait des tresses, je me rappelle, elle m'avait dit, mais comment t'as fait pour que ce soit aussi régulier au niveau de la taille, des traits, du tracé? J'ai dit, bah, je sais pas. Quand je mets ma main sur ma tête, je sens ce que je dois faire. Ton talent, en fait, cette créativité et ce talent aussi, bon, peut-être pour la précision, que tu retrouves aussi dans le cake design, etc. Enfin, c'est des choses, en fait, qui se manifestaient via dans d'autres domaines au quotidien, mais que à aucun moment t'as fait le switch en te disant, mais ça, je peux l'exploiter pour en faire mon activité au quotidien. C'était juste ça. En fait, il te fallait juste de pouvoir la confiance en toi et pouvoir faire ce switch, en fait, vraiment au niveau du mindset. Ok, c'est des choses que je sais faire, mais non seulement tout le monde ne sait pas les faire, mais en plus, je pourrais potentiellement, en fait, en vivre. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça m'a mis un certain temps, hein, avant d'accepter d'en faire un métier. Pendant longtemps, je me disais non, ça va juste être un hobby, etc. Et ouais, et donc c'est ton mari en fait qui t'a aussi beaucoup poussé à le considérer de manière sérieuse. Enfin, il a dû travailler très régulièrement au corps pour que, je m'imagine, au niveau du mental, ça prenne, mais... Ah oui, largement. Je pense que sans lui, peut-être que j'aurais continué à en faire. J'aurais continué à faire des gâteaux, peut-être pour moi, pour les amis, etc. Mais on n'aurait pas fait une activité, je crois, parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment très matrixée, très formatée à non, non, il faut que je travaille, il faut que j'ai un boulot corporate, sinon, Ouais, c'est dingue, hein. ouais. Mais la force, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est la force du formatage, si on peut le dire comme ça, alors que à côté, t'as un don qui est présent, mais qui se fait sentir parce qu'il se manifeste de temps en temps, mais t'es tellement formaté que tu ne le considères pas. Mais c'est fort, hein, quand même, hein, psychologiquement. Donc je me dis, il y a plein de talents Toi, t'as eu la chance d'avoir des personnes qui ont éveillé ça chez toi, mais il y a plein de talents comme ça qui sont là, mais qui sont pas exploités ou indirectement qui sont tués. On les valorise pas du tout. Enfin, franchement, moi, tout ce qui est travail manuel, je valorisais pas. Alors que en réalité, enfin, tu sais, à la maison, c'est moi qui monte les meubles, hein. Je monte les meubles. Souvent, même quand je fais venir des gens pour travailler, ils me disent, mais qui a fait ça? Ben, c'est moi-même. Enfin, la plupart des étagères qu'il y a chez moi, je les ai montées toute seule. Après, dans ma famille, de manière générale, on est très manuel. Ma mère, elle coud ses habits à la main. Mes frères, mon grand frère et mon premier petit frère, c'est des gens qui te dessinent un portrait. T'as l'impression que c'est une IA qui a dessiné le truc. On a quand même beaucoup ce truc-là dans ma famille. Mais encore une fois, on l'a jamais exploité. Sérieusement. Donc en fait, vous avez tous quasiment des carrières corporate, alors que vous êtes tous des artistes. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et je me rappelle une fois, j'ai une de mes clientes qui m'a posé la question, qui m'a dit, ah, mais vous faites quoi enfin, vous avez fait quoi comme parcours, etc. Vos frères, machin. Et je disais à peu près ce que mes frères avaient fait comme études. Elle me dit, mais vous êtes tous des têtes dans votre famille et tout. Enfin, toutes les carrières que vous me dites, c'est voilà. Et moi, j'ai dit, mais enfin, chez nous, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, je me suis jamais posé la question. Oui, c'est une trajectoire
familial, tout le monde fait pareil. Donc, c'est le talent que vous avez, vous l'exploitez dans ça, dans la carrière titre corporate, donc qui vous permet d'arriver quand même à un certain niveau. Mais si vous le faisiez sur vos réalisations artistiques, ce serait encore d'un autre niveau, quoi. Sûrement. Et on partagera la page, hein, mais vraiment, enfin, faut regarder ce qu'elle fait. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, ok, c'est vraiment des véritables œuvres d'art. Donc, d'accord. Donc, tes habitants d'entourage bienveillants t'aident à réaliser ce don que tu as et que tu commences à exploiter sérieusement. Donc, combien de temps entre ton idée et la mise en œuvre du projet? Donc, mon premier gâteau, donc, je l'ai fait en septembre 2023. À partir de là, je commence à réfléchir, à me dire, je regarde quand même le potentiel en Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit pas juste de dire, je fais ça et puis voilà. Le but, c'est quand même d'en vivre. Donc là, je commence à étudier le marché, à voir s'il y a une demande par rapport à ce que j'ai envie de faire. Bon, là, je me rends compte quand même qu'il y a une demande, il y a même un besoin. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de me former parce que bon, moi, j'avoue, enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça en autodidacte. Moi, j'avoue mon côté un peu pointilleux ou perfectionniste, je sais pas comment on peut le dire, mais je me voyais pas en fait commercialiser des produits sans avoir au moins certaines bases techniques. Donc là, je cherche une école de formation à Abidjan. Bon, j'en trouve pas. Je trouve quelques petites formations, mais vraiment des trucs très basiques, tu sais, des ateliers, des trucs comme ça, mais rien de vraiment professionnalisant. Donc, bon, ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, du coup, je commence à regarder vers la France et je trouve une école assez sympa qui s'appelle l'école du cake design de Paris. Donc, je m'enseigne, je trouve une formation et la formation, c'était 2 mois plus tard. Donc, bon, là, il a fallu me remobiliser pour repartir à Paris, mais elle n'était pas longue, hein. C'était vraiment une formation express pour apprendre vraiment les bases. C'est combien de temps à peu près? Ah, c'était une semaine. Et puis ça coïncidait sur une période où on voulait partir en vacances à Paris, donc on en a profité. Et moi, je me suis formée. Et même bon, je me rappelle ma prof ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit mais t'as rien à faire ici. Elle m'a dit mais je sais même pas pourquoi t'es venue te faire former, mais bon, pour moi c'était important. Personnellement, je pense que c'était une façon aussi pour moi de m'auto-valider entre guillemets. Ouais, et de te rassurer, ouais, ouais, ouais. Ouais, de me dire que je suis en train d'aller sur la bonne voie, que voilà, j'aime pas faire les choses à l'à peu près, donc et je reviens sur Abidjan. Bon après, j'avais un mariage, donc c'était un peu, j'ai pas pu lancer tout de suite, donc j'ai commencé réellement mon activité en février 2024. Du coup, oui, on l'a pas dit, donc comment s'appelle ta société? Ça s'appelle Damintis. Et pourquoi il y a une signification ou pas du tout Si, en fait, donc ma mère est d'origine Sonrei. Sonrei, c'est une ethnie du nord du Mali. Et Damintis, dans ma langue maternelle, ça veut dire diamant. Donc voilà. Donc mon but, c'est de créer des œuvres d'art, quoi. Vraiment des choses uniques. Je vais vous mettre le lien de la page Insta, vous allez voir, vous allez rester devant. Vous allez jusqu'à rejouer les vidéos. Non, c'est sublime. D'ailleurs, moi, j'étais là, mais pourquoi je me suis déjà mariée? J'aurais pu profiter, parce que non seulement ils sont beaux, mais ils sont bons. Quand je suis partie à son anniversaire, que j'ai goûté le gâteau, j'ai dit, faut vraiment pas que je reparte sans lui avoir demandé qui a fait ça, en fait. Qui appelle gâteau. Mais oui, parce que monsieur, d'habitude, il n'aime pas le chocolat. Il a mangé ton gâteau au chocolat parce que c'était léger. Moi, je trouvais qu'il y avait suffisamment d'intensité au niveau du chocolat. Bon, je t'en aurais demandé encore plus, mais je trouvais que c'était suffisant, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais on sent quand même la qualité. Il faut que je lui demande avant de repartir. Et c'est là où je découvre le poteau rose. Incroyable. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, s'il te plaît, les étapes principales du projet, du début un peu enfin, les étapes pour le mettre en place? Bon, déjà dès Paris, dès que j'ai terminé ma formation, bon, comme je savais que bah j'ai fait un peu le point sur ce dont j'allais avoir besoin comme matériel. Comme j'avais déjà fait quelques gâteaux avant de partir, j'avais déjà un peu fait le tour des fournisseurs avec qui on pouvait acheter le matériel de pâtisserie, etc. J'avais déjà vu un peu ce qui manquait sur place. Et bon, après, le fait de m'être formée, ça m'a encore plus donné de connaissances. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai fait venir de France. Bon, je continue même d'ailleurs. C'est quand, par exemple, j'ai une demande sur un truc spécifique et que le délai me le permet. Des fois, je fais venir du matériel ou de la déco, enfin certains trucs de l'étranger. Donc, j'ai fait le point, donc j'ai acheté tout le matériel dont j'avais besoin. Une des grosses difficultés que j'ai eues à Abidjan, c'est au niveau du climat, parce qu'avec l'humidité et la chaleur, en fait, il a fallu réadapter toutes les recettes que je connaissais pour que ça s'adapte au climat en fait ivoirien. Donc ça, je pense que ça a été le truc le plus compliqué pour moi au départ parce que
faut arriver à doser, faut voir. Quand par exemple quelqu'un te commande un gâteau et que le gâteau il va rester 1 heure dehors dans la chaleur, il faut que la structure du gâteau, et puis ça c'est un peu la particularité du cake design. C'est pour ça que c'est aussi différent de la pâtisserie. C'est que la pâtisserie, quand tu achètes un gâteau, un entremets, au bout de 10 minutes, il a fondu, c'est de l'eau. Le cake design, il faut que ton gâteau puisse tenir. C'est des gâteaux qui sont exposés, donc faut que la structure puisse tenir pendant 1 heure et demie, sans que le gâteau ne s'effondre. Donc c'est un peu particulier. C'est un peu ça la grosse différence. Donc même les recettes sont un peu différentes de la pâtisserie classique, etc. Donc j'ai testé mes gâteaux, j'ai commencé à tester mes techniques, etc. J'ai fait quelques expositions pour faire tester mes produits même en local. Parce que bon, c'est sympa les amis ou la famille qui te disent ce que tu fais c'est super, mais il faut quand même faire tester aussi à la population de manière générale pour voir si ça plaît de la même façon, est-ce qu'il y a des choses à adapter. Donc j'ai fait ça et puis bon, quand j'ai vu que j'avais de très bons retours, là je me suis dit vas-y, c'est bon, je commence à commercialiser. Et puis après ça s'est fait tout naturellement, le bouche à oreille. Je poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça que je construis petit à petit, que je me fais connaître auprès de la population, voilà, ici. Effectivement, pour le climat, je pense qu'effectivement, c'est une des premières questions que je t'ai posées. Je t'ai dit, mais pour les faire, parce que pour effectivement les faire tenir, comment tu fais par rapport effectivement à l'humidité, parce qu'il fait très vite chaud, même dans la cuisine. Enfin, tu mets ton verre, par exemple, c'est un exemple. Hein. Tu mets ton verre avec 6 glaçons, 5-10 minutes après, les glaçons, ils ont disparu. Ils ont disparu. Je travaille sous clim, hein, par contre. Ça, c'est vraiment le truc. Bon, pour toute la partie, pour faire les génoises, etc. Là, j'ai pas besoin. Je travaille dans ma cuisine sans problème. Mais par contre, j'ai une pièce dédiée où pour tout ce qui va être ganache, travailler la pâte à sucre. Là, j'ai besoin qu'il fasse quand même assez frais. Parce que la pâte à sucre, ça fond très vite, ça devient très vite humide. Et la pâte à sucre, par exemple, supporte pas l'humidité. Il faut vraiment travailler dans un environnement assez frais. Et pour le transport, du coup, est-ce que tu utilises des camions, on appelle ça qui frigorifiques? Enfin, comment tu fais? Pour l'instant, j'ai eu à faire que des livraisons sur Abidjan. Donc, en soi, ça va. Il faut juste que, par exemple, dans le véhicule, il y ait la clim allumée pour que le gâteau il fonde pas sur le trajet. Mais sinon, non, pour l'instant, ça va. Après, là, je commence à faire des mariages, par exemple, sur Assini. Donc, pareil, c'est une autre logistique que je vais mettre en place sous peu. C'est d'avoir vraiment des boîtes réfrigérées pour pouvoir faire les 2 heures, 2 heures et demie de route sans abîmer le gâteau. Oh là là, franchement, ça commence donc pendant les mariages et tout. Mais je suis trop Oui. fan. Hein. Je trouve ça, mais super. Enfin, je suis trop contente pour toi. C'est génial. Merci, c'est gentil. Et ce n'est que le début. Ok, donc tu as trouvé ta formation, tu nous as dit. Bon, ça, tu nous as tout expliqué. Quels sont pour toi un peu aujourd'hui donc là, voilà, tu commences à t'exposer donc à d'autres événements avec plus d'ampleur, donc aussi peut-être avec plus de challenge au niveau de la conservation de tes gâteaux. Quelles sont un peu vraiment les difficultés les plus importantes pour le développement de Damintis? Bon, l'un des premiers trucs, c'est que moi, j'étais pas entrepreneuse à la base. J'étais vraiment salariée, cadre, classique. Mon avantage, c'est que comme je bossais dans la finance, je sais gérer l'argent de manière générale, ça va. Donc ça va, je sais provisionner, je sais gérer ce genre de choses. Mais par exemple, la compta, gérer la comptabilité, la gestion des stocks, savoir à quel moment acheter telle chose ou pas, comment communiquer, etc., de manière efficace. Enfin, tout ça, ce sont des choses que j'apprends, je continue d'apprendre au quotidien. C'est pas forcément évident parce que du coup, on gère beaucoup de choses toute seule et en plus, faut délivrer, c'est-à-dire faut en même temps faire tout ça et répondre aux demandes des clients. Donc c'est assez c'est sport, mais je me dis c'est aussi intéressant parce que vraiment pour le coup, c'est un apprentissage vraiment quotidien. Donc ça c'est vraiment l'une des choses qui est vraiment nouvelle pour moi et que j'apprends et que je continue à apprendre. Là, si tu fais tout toute seule, donc potentiellement, est-ce que tu penses déjà à avoir de l'aide à venir ou pas du tout, à te faire aider, peut-être à avoir du personnel pour t'aider ou non, c'est pas encore dans tes réflexions? Si, je pense quand même que ça va arriver assez rapidement. C'est juste que là, je suis en train de vraiment structurer mon activité pour avoir des process bien clairs, bien définis. Et pour que voilà, quand je recrute quelqu'un, que je puisse lui donner des instructions claires sur
comment je travaille, quelle est ma démarche et comment respecter le niveau de qualité que moi que je recherche, quoi. Donc mais si ça viendra enfin déjà en décembre parce que décembre c'est une grosse période sur Abidjan. Franchement, j'ai pas dormi pendant je ne sais combien de jours pour pouvoir honorer toutes les commandes que j'ai eues. Et effectivement, je me suis dit ah oui, si j'avais eu de l'aide à ce moment-là, ça aurait été bien. J'ai eu un succès auquel je m'attendais pas. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus de commandes que ce que j'avais prévu. Donc ça m'a demandé quand même d'acheter déjà du matériel assez rapidement. Bon, tu vois, même pour tous ces trucs-là, faut avoir. Heureusement, bon, moi j'ai toujours de l'argent que je garde sur le côté pour au cas où. Donc j'avais de quoi mobiliser pour faire ces achats-là, mais effectivement, bon, j'ai quand même travaillé toute seule sur toute la période des fêtes et ça c'était quand même sport. Pour réaliser ce projet, c'était quoi un peu le budget que tu as dû mobiliser au début? En fait, si tu veux, avant de venir en Côte d'Ivoire, j'avais déjà une toute petite activité en side en France. En fait, je faisais des bijoux, je fabriquais des bijoux que je revendais. Donc j'avais réussi à générer un petit bénéfice, donc j'avais réussi à garder 6 000 € que j'ai pas utilisé. J'aurais pu faire du shopping avec, mais bon, je me suis dit on sait jamais. Enfin moi je suis vraiment quelqu'un de on sait jamais. Donc j'avais mis ça de côté et quand j'ai eu le projet d'Aventis, bah du coup j'avais déjà stipulé un capital de départ pour d'Aventis. Donc en fait c'est dans cet argent-là que je prends. C'est le budget que je me suis fixé pour acheter tout le matériel de base et pour lancer. Après bon là je suis dans une optique de développement, donc je vais devoir remobiliser d'autres fonds. Mais en tout cas, pour le lancement, c'était suffisant. Et est-ce que tu pourrais nous donner, il y a potentiellement des personnes qui réfléchissent à développer des activités artisanales et je pense qu'on a très très peu d'informations sur ces sujets. C'est pas forcément des activités aussi qui sont fortement mises en avant. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une idée du CA, donc du chiffre d'affaires que tu fais actuellement ou approximatif, juste pour qu'on ait une idée et que ces personnes puissent se projeter dans l'audimat? Écoute, bon là comme je suis sur ma première année, bon j'ai encore certains mois où franchement c'est assez fluctuant. Et je vais avoir des mois qui sont assez calmes et d'autres où c'est vraiment ça explose. Mais si je dois te faire une moyenne, je dirais entre 500 000 et 1 million de CFA par mois. Ok, donc c'est quelque chose effectivement dont tu pourrais bien vivre en te développant davantage. C'est ça. Pour l'instant, c'est bon vu le coût de la vie à Abidjan, c'est encore moyen, mais je pense que avec le développement là, je pourrais me dégager un salaire assez confortable. Enfin, comme quoi, vraiment, les gens qui ont des talents, hein. Et il faut être ouvert, regardez les signes. C'est ça. Ne les négligez pas. Quelle est la suite à moyen long terme pour Damintis? Développer, faire connaître ce domaine, parce qu'en fait je me suis rendu compte que beaucoup de gens voient des beaux gâteaux, ils se disent ah, c'est beau, nanana, mais les gens ont encore cette image de c'est juste un gâteau. Donc enfin, c'est vrai que par exemple j'ai certaines personnes qui vont me dire oui mais est-ce que ça vaut le prix, etc. Bon, c'est déjà de Les éduquer, oui. voilà, les éduquer sur le travail que c'est, de voir vraiment que c'est une œuvre d'art entre guillemets qu'on vous fait, c'est juste qu'elle est comestible. Donc mon but c'est vraiment ça, c'est de faire un peu mieux connaître. Après je suis pas la seule cake designer d'Abidjan, hein, bien entendu. Il y a d'autres personnes qui font aussi du cake design. Et le but c'est vraiment oui que les gens voient et qu'il y a une différence avec la pâtisserie traditionnelle. C'est par exemple je sais que souvent les gens me disent oui je veux commander un gâteau le matin pour midi. Non, ça va être possible. Voilà, parce que en fait, je pense que les gens sous-estiment encore beaucoup tout le travail que ça demande, le temps, la patience, etc. Donc c'est vraiment ça. Et moi, mon but, c'est que vraiment les gens, quand ils commandent un gâteau chez moi, qu'ils disent vraiment, je veux une pièce d'Amintis, quoi. Je veux pas juste un gâteau, je veux vraiment avoir ce truc-là dans mon événement, quoi, ou sur ma table de mariage. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Mais moi, je me suis déjà mariée. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, quand il y aura, je sais pas, les 5 ans ou les 10 ans, oui, je suis là. C'est vrai, il y a ça aussi. Mais tu vois, je me dis peut-être que pour les gens comprennent, donc il y a cake design, mais peut-être cake design artiste, ou je sais pas, peut-être trouver, parce que par exemple, un artiste, on lui demandera jamais de faire un tableau en 2-3 heures. Donc bon, après, c'est avec le temps, les gens vont comprendre, tu vois, peut-être même en écoutant déjà cet épisode, il y en a qui vont comprendre aussi. Oui, il y a certains gâteaux qui me demandent une semaine de travail. Ah, mais bien sûr, bah, je vais expliquer le travail préparatoire et tout. Ah, mais moi, ça m'étonne même pas, hein.
Donc c'est pour ça souvent par exemple je dis aux gens, les gens comprennent pas quand je leur dis oui il faut commander je sais pas moi 5 jours ou 6 jours avant votre événement. Ah mais pourquoi nanana. J'explique aussi que si tu veux par exemple tel design, il y a certaines choses que je dois préparer, qui doivent sécher, il y a des moulages à faire, etc. Et c'est pas des choses qu'on peut faire en 2 jours ou en une journée. Donc, comme tu as dit, oui, tu demanderais pas à quelqu'un de te peindre un tableau en 2 heures. Donc, c'est un peu pareil pour le cake design. Ouais. Mais même, tu vois, 5-6 jours, je trouve que c'est encore peu. Je pense que assez vite, tu t'en prends comme les cake designers qui sont connus, même pour les gâteaux, à peut-être 1 mois, 2 mois à l'avance. Même, je trouve que 5-6 jours, même pour toi, si tu as beaucoup de clients, ça te laisse pas beaucoup de marge. Bon, après, ça va, c'est gérable. C'est gérable si c'est pas une demande particulière. Par exemple, je sais qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a demandé des fleurs très spécifiques, du coup, qu'on trouvait pas ici. Donc, fallait trouver les fleurs, les faire venir, etc. Bon, il y a certaines demandes, mais par exemple, pour les demandes comme ça, je dis aux clients, si vous êtes prêt à patienter et que vous vous y prenez tôt, il n'y a pas de souci. Moi, je réalise. Franchement, pour moi, il n'y a pas de demande irréalisable. Il faut juste s'y prendre tôt. Et après, moi, tant que c'est possible, moi, je fais. Ok, oui, donc en fait, tu t'adaptes vraiment aux clients, à la demande. Oui, oui, oui. On arrive à la fin de l'épisode. Lorsque tu vois un peu ta vie aujourd'hui, forcément avec Damintis, le fait que maintenant ça fait 3 ans que tu es installé à Abidjan et ce que tu vivais, la vie que tu avais en France, donc juste avant, par rapport à tout ce parcours, que te dis-tu? Franchement, je suis plutôt contente de ma nouvelle vie. Et Damintis en est la preuve. Hein. Je m'écoute beaucoup plus maintenant. Moi, je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. Déjà, j'ai une vie de famille beaucoup plus épanouie que quand j'étais en France avec métro, boulot, dodo. C'était vraiment ça. Je profite plus de ma relation de couple ou avec mon fils. J'avais besoin de nouveautés. J'avais vraiment besoin de nouveautés. J'avais besoin de passer à autre chose, d'explorer d'autres voies. Et franchement, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Comme je t'ai dit, je m'écoute beaucoup plus et plus mes envies. Rien ne dit que peut-être dans 15 ans, je ne déciderai pas de repartir dans le corporate, mais c'était le meilleur moment pour moi de lancer Damintis et aller dans l'entrepreneuriat parce que j'avais vraiment ce besoin-là de faire quelque chose qui me ressemble. Et franchement, Abidjan est une ville vraiment assez propice à cela parce qu'il y a encore tellement d'opportunités. Moi, je pense que c'est depuis que je suis arrivée ici. Bon, des fois, t'as plein d'idées de ça, faudrait trop que je fasse ça parce que oui, nanana. Bon, après, tu peux pas tout faire. Mais franchement, il y a encore vraiment beaucoup de portes qui sont ouvertes ici et ça permet, en tout cas, bon, après moi, je sais que si tu veux, je me suis permis cette pause professionnelle aussi parce que je savais que financièrement, bon, déjà, mon mari pouvait gérer et que j'avais un matelas financier de côté assez conséquent pour me permettre de faire un certain temps de pause, 1 ou 2 ans, voire même peut-être plus de pause. Voilà, je me dis si on a la possibilité, parce que bon, faut pas se cacher. Comme on a dit, Abidjan, c'est quand même une ville qui coûte cher. Faut avoir les épaules financièrement pour tenir. Donc, moi, je sais que par exemple, ce projet-là, aujourd'hui, je gagne moins bien ma vie qu'en France, mais je savais dès le départ que j'aurais une baisse de revenus en venant ici, donc j'avais anticipé entre guillemets. Je pense qu'il faut juste bien anticiper son installation. Et aussi, potentiellement, dans ton cas, comme tu l'as dit, tu avais une baisse, mais aussi que quand on est en couple, que l'autre soit aussi aligné et dans tout cas, surtout, qui soutienne aussi ce changement, ce move. Bon, il était déjà entrepreneur, ça peut être aussi aidé, mais au contraire, justement, peut-être que comme il était entrepreneur, il aurait pu aussi préférer que tu aies un emploi stable. Enfin, après, ces décisions de couple, il t'a poussé à le faire, donc t'as eu aussi cette chance-là d'avoir quelqu'un qui te pousse et qui soit aussi à l'aise avec le fait que d'assumer effectivement cette perte financière temporaire. Ah oui, largement, largement. Je pense que c'est très important. C'est très important, surtout au début, quand on se lance, en général, quel que soit le domaine, en général, les revenus suivent pas forcément, et souvent même c'est l'inverse, c'est que ça te demande de mobiliser tes fonds. Donc, il faut que, en tout cas, si vous êtes en couple, il faut que votre partenaire que vous soyez alignés sur ça, sur le fait que, soit ça va être à lui de gérer, ou elle, hein, enfin, ça dépend de si on est l'homme ou la femme,
faut qu'il soit aligné sur ça et que lui-même de son côté il puisse assumer. Enfin, même financièrement, c'est pas forcément évident aujourd'hui d'assumer avec un seul revenu. Non, c'est vraiment important, ouais. Top. Et donc ce podcast, comme je te l'ai expliqué, en fait, je l'ai créé pour des personnes qui projettent un départ ou une installation sur le continent, mais qui peuvent aussi être craintives, avoir des doutes. Est-ce que tu as un mot de la fin à leur partager? Écoute, comme je viens de le dire, pour moi, l'Afrique reste encore très riche d'opportunités, vraiment. Je pense que tout le monde peut faire sa place ici. Et moi, je le vois. Faut juste avoir le souci du travail bien fait. Faut pas avoir peur de se retrousser les manches et de bosser vraiment. Mais l'avantage d'Abidjan, c'est que c'est très cosmopolite, c'est très varié en termes de population. Et les Ivoiriens sont très ouverts sur même les étrangers, etc. Donc franchement, ils n'ont pas de barrière à se dire oui parce que tu viens de France ou parce que, par exemple, moi j'ai pas d'origine ivoirienne, je suis franco-malienne. J'ai aucun mal à m'intégrer ici ou à faire mon travail ici. Les Ivoiriens, ce qu'ils vont valoriser, bon, déjà, faut pas avoir d'air condescendant quand on arrive. Faut pas, l'Afrique vous attend pas. Hein. C'est pas oui parce que d'Europe ou je ne sais où. Je vais révolutionner ou sauver les gens. C'est pas ça. Mais c'est vraiment de se dire, je vais venir apporter une valeur ajoutée à titre personnel et ma part à l'édifice. Quoi. C'est vraiment important. Si je peux rajouter, n'oubliez pas que enfin moi, en tout cas, c'est ce que je me suis beaucoup dit et ça m'a permis de faciliter mon intégration et mon adaptation ici. Au début, je vivais très mal, tu sais, le choc des cultures, etc. Mais avec le temps, j'ai fini par me dire, écoute, quand t'es parti en France, ça t'a pris 1 voire 2, 3 ans avant de t'adapter, à te faire à la culture, à connaître, à comprendre les codes, etc. Il n'y a pas de raison que dans le sens inverse, qu'il soit différent. Donc c'est normal il y a certains moments, tu aies besoin aussi ça prend du temps par moment. Après, je pense que chacun a son timing, mais je pense qu'il y a aussi un temps d'adaptation quand on vient de redécouvrir, peut-être pour les gens qui sont ivoiriens qui sont partis ou pour les gens qui sont pas ivoiriens qui viennent s'installer ici, vraiment de découvrir. Il faut pas avoir peur de s'imprégner de la culture locale, rencontrer des Ivoiriens. Franchement, c'est le meilleur moyen de connaître le pays. Après, je pense que maintenant, les gens sont plus ouverts pour venir. Il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer et c'est très bien. Franchement, moi, j'encourage beaucoup les gens à rentrer, vraiment d'être, comme je dis, hein, de se sentir chez soi, de se sentir, entre guillemets, à sa place. Bah, un peu comme toi, c'est ce que tu disais. Faut pas avoir peur. Si on a des barrières, peut-être venir 2, 3 fois, palper, enfin prendre la température, voir un peu les choses. Moi, je pense par contre, faut pas venir du jour au lendemain. Je pense que juste prendre son baluchon et débarquer, je pense. Bon, après ça, c'est moi. Moi, je suis quelqu'un de très prudent. Je trouve que le choc peut être dur. Moi, je connais des gens qui sont venus, qui sont repartis, tu vois, parce qu'ils n'ont pas supporté. Ils se disent, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, on reste quand même en Afrique, hein, les coupures d'eau, d'électricité, d'internet, machin. Et encore, à Bref, Abidjan, c'est pas assez fréquent, hein. voilà. Mais c'est des réalités. Enfin, je pense que même toi et moi, on en parlait l'autre jour, faut s'y faire, quoi. Faut pas vous dire que ça sera le Abidjan qu'on voit sur Internet à 100%. Il y a quand même certaines réalités. Bah, regarde, par exemple, un truc, moi, qui me choquait beaucoup, c'est de redécouvrir la misère d'une certaine façon. Tu sais, quand tu vois que il y a des gens qui ne mangent pas, enfin, quand ils ont un repas par jour, c'est beaucoup. Et tu sais, bon, après, c'est peut-être moi, hein, mais quand tu vis en Occident pendant longtemps, tu perds un peu cette notion-là. Et quand tu arrives ici et que tu vois, enfin, moi, je vois même des fois quand mes nounous me racontent leur quotidien, etc., ça fait un choc. Moi, je sais qu'au début, je le vivais très mal. Genre, j'ai tellement pleuré avec des gens ici, on se rend compte que oui, des fois, on a certains privilèges, tout n'est pas acquis pour tout le monde, faut se battre, quoi. Et justement, je pense, tu vois, que le fait d'avoir de l'aide à la maison, ça t'aide finalement justement à garder les pieds sur terre, à garder cette humilité. T'arrives à te rendre compte de leur réalité aussi à elles ou à eux. Garder les pieds sur terre et même se rendre compte, tu sais pas, parce que on a souvent tendance, si tu viens à Abidjan et que tu ne traînes qu'avec des ripates ou des expats, même sur le coût de la vie, par exemple. Moi, je sais que
Je sais que je discute beaucoup avec des Ivoiriens, des gens, des locaux, ou même par exemple, j'ai des amis qui sont Ivoiriens qui ont vécu ici, maintenant, soit qui font les allers-retours, même qui vivent en France, qui me disent, mais non, enfin, il y a des gens qui vivent avec 400 000 et qui vivent très bien ici. On a tendance à avoir cette image que si tu gagnes pas plusieurs millions à Abidjan, tu peux pas vivre, mais en réalité, tu peux largement bien vivre ici. Tout dépend après de ce que tu veux faire. Mais... Bien sûr. Bah, écoute, vraiment, merci. C'est un épisode très riche où on a parlé quand même pas mal de choses. Sur la maternité, je suis très contente parce que t'es, je crois, la première maman que j'interviewe. Ah ouais, non, je t'assure, j'ai eu beaucoup de papas, mais t'es la première maman que j'interviewe. Et en plus, ma voisine, bon, du coup, on a abordé aussi des sujets qui me tenaient à cœur, qu'attendent beaucoup de personnes dans l'audience. Sur ton projet aussi, sur la partie business. Franchement, bon, moi, je te souhaite que de la réussite, d'aller encore plus loin. Enfin, vraiment, d'avoir une réussite qui soit à la hauteur de ton talent. Vraiment, t'as fait le plus dur pour toi par rapport à où tu arrives, en fait. Choisir de vivre de ton activité, de ton don. Et donc maintenant, il faut juste que tu cumules par rapport à ça. Et franchement, je te souhaite beaucoup de succès et que cet épisode, voilà, je proclame, va mettre plein de nouveaux clients. Merci à toi. Et puis, franchement, merci. Et toi aussi, bonne continuation. Franchement, c'est très bien ce que tu fais. J'apprécie beaucoup l'initiative. Donc, franchement, continue comme ça. C'est top. Et si les personnes veulent te contacter, du coup, moi, je mettrai forcément ta page Instagram. Mais j'imagine effectivement que s'ils veulent te contacter, ça se passe sur Insta. Oui. Principalement sur Insta. Après, je suis aussi sur Facebook, TikTok. Ok, super. Mais à très bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.